Bonsoir et bienvenue sur Planète Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF, consacrée aujourd'hui à la délégation de tâches, une émission animée par le président Jean-Paul Ortiz. Bonsoir et merci à vous toutes et tous. Vous avez été très nombreux à regarder l'émission le mois dernier, dont l'invité était Nicolas Revel, le directeur général de la CNAM. Vous pouvez revoir l'émission sur YouTube. Merci à vous tous. Alors vous commencez à bien connaître le principe de cette émission et ses deux parties. La première consacrée à l'actualité, la seconde au dossier, la délégation de tâches. Oui, on se demande actuellement si la délégation de tâches pourrait être une piste d'avenir pour mieux répondre à une demande en soins croissante et dont la nature change avec la chronicisation des pathologies et le vieillissement de la population. Et pour en discuter sur notre plateau, nous accueillons Luc Duquesnel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des généralistes CSMF et médecin généraliste à Mayenne. À vos côtés, Patrick Gasser. Bonsoir. Bonsoir. Président l'ESP CSMF, gastro-entérologue à Nantes. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Et puis vous, n'oubliez pas, nous sommes en direct et vous pouvez donc poser toutes les questions que vous souhaitez grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Et maintenant, place à l'actualité. Et tout d'abord, l'inquiétude des médecins libéraux face au projet de mise en place d'un nouveau numéro national unique pour les urgences. La CSMF a conjointement avec, entre autres, le SAMU de France, manifesté son inquiétude face au projet de mise en place d'un numéro national unique pour les urgences qui concentrerait en un seul numéro les numéros 15, 17, 18 et le numéro 116, 117, numéro national pour la permanence des soins prévu par la loi de santé qui est en phase de test sur certains territoires. Et donc, nous craignons un abandon définitif de ce numéro. Or, un numéro unique national est une fausse bonne idée, car les appels sanitaires, y compris ceux signalant une détresse vitale, se trouveraient noyés dans la masse de tous les appels d'urgence, nous mettant en garde les pouvoirs publics sur le risque de perte de chance pour le patient, dont l'appel serait filtré par des personnels non médicalisés, rallongeant ainsi son délai de prise en charge avec toutes les conséquences néfastes, voire même catastrophiques possibles. Alors, autre sujet dans l'actualité, les médecins remplaçants qui doivent maintenant obligatoirement verser des cotisations à la CARMF, un amendement qui est passé en catimini, Jean-Paul. En effet, un amendement introduit par le gouvernement est passé inaperçu, automatise pour les étudiants en médecine non thésés autorisés à pratiquer des remplacements les règles d'affiliation au régime d'assurance vieillesse et d'invalidité laissées auprès de la CARMF. Les jeunes médecins qui font ou feront des remplacements depuis le 1er janvier 2018 devront s'acquitter d'une cotisation forfaitaire annuelle s'élevant à plus de 3 000 €. La CSMF soutient la position des internes qui ont aussitôt exprimé un sentiment de racket organisée. Comment peut-on imaginer taxer à cette hauteur-là les jeunes aspirants à l'exercice libéral et ainsi les décourager alors qu'ils débutent à peine leur carrière ? À l'heure où les pouvoirs publics font de l'accès aux soins dans les territoires une priorité, il est urgent de redonner de l'attractivité à la médecine libérale et d'encourager les jeunes générations à embrasser cette voie par une politique incitative et non pas dissuasive. La CSMF demande à la CARMF de retarder l'application de cette disposition afin de permettre au ministère de rectifier le tir au plus vite et de mettre en place une cotisation symbolique d'un niveau bien inférieur pour les remplaçants aux plus bas revenus. Enfin, dernier sujet, encore des médecins libéraux pas contents et même furieux d'avoir été exclus du comité de pilotage sur la recertification. En effet, la CSMF et les autres syndicats médicaux n'ont même pas été informés par la mise en place de ce comité de pilotage. Comment imaginer susciter l'adhésion des médecins installés dans un processus de recertification, puisqu'on l'appelle comme ça pour l'instant, s'ils n'en sont pas partie prenante ? Un processus de mise à jour des connaissances doit aussi reposer sur la pratique médicale quotidienne, en articulation avec ceux qui font la médecine de tous les jours, à savoir les médecins libéraux. Ils sont prêts à entamer une réflexion sur un tel dispositif et à s'y engager
s'ils en sont les principaux acteurs. Rappelons qu'ils sont déjà fortement impliqués dans la formation médicale continue, mais aussi dans le développement professionnel continu et dans les mécanismes d'évaluation des pratiques. La CSMF demande au gouvernement d'intégrer les syndicats médicaux représentatifs dans ce comité de pilotage. Voilà pour l'actualité. Place maintenant au dossier du mois, la délégation de tâches. La délégation de tâches serait-elle une piste d'avenir pour mieux répondre à l'évolution de l'exercice médical ? Quels sont ses avantages et inconvénients de cette aide à l'exercice qui optimise le temps médical ? Jusqu'où aller sans empiéter sur le partage de compétences? Mais comment expliquer l'accueil mitigé des médecins ? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre, ainsi qu'aux vôtres que vous allez poser sur la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Et tout d'abord, comment définir la délégation de tâches, Jean-Paul ? La délégation de tâches revient à confier une tâche que le médecin fait habituellement à un autre professionnel, souvent un autre professionnel de santé, qui permet de décharger le médecin d'une part de son activité. Bien sûr, la délégation de compétences est tout autre chose, parce qu'une compétence, ça s'acquiert après une formation et on contrôle l'acquisition de la compétence. Enfin, on parle beaucoup aujourd'hui, et nous en parlerons ce soir, des pratiques avancées qui, effectivement, confèrent aux professionnels de santé qui exerceront en pratique avancée une partie de l'activité en leur nom propre, mais ceci doit, bien entendu, de notre point de vue, se faire sous l'autorité et le médecin qui doit rester le chef d'orchestre. Alors, ça fait près de 15 ans que l'on en parle, depuis d'ailleurs le fameux rapport du professeur Berland en octobre 2003. Tout à fait. En octobre 2003, le professeur Berland mettait sur la table ce qu'il appelait à l'époque le transfert de compétences, et il précisait bien sous la responsabilité et la surveillance du médecin. Alors, la délégation de tâches se sort du cadre expérimental selon l'article 51 de la loi HPST. C'est forcé et contraint ? L'article 51 de la loi HPST de juillet 2009 proposait une dérogation sur l'initiation des professions de terrain avec transfert d'actes et d'activités de soins. Force est de constater que ce dispositif qui passe par une interrogation de la HAS est un dispositif qui, aujourd'hui, a eu très peu d'utilisation sur l'ensemble du terrain et a surtout été utilisé par nos confrères hospitaliers. Alors, on va impliquer nos invités un petit peu dans les questions-réponses maintenant. Est-ce que la délégation de tâches est une nécessité, finalement ? Luc Duquesnel, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est contraint dans notre exercice, en raison de la situation actuelle, à aller vers une délégation de tâches ? Je crois que la démographie des médecins généralistes l'impose. Leur nombre a diminué d'à peu près 13 à 15% depuis le 2007. Il va encore diminuer beaucoup. On voit des territoires où, en quelques années, on est passé de 8 médecins généralistes à 2 médecins généralistes. Donc, une autre façon de poser la question, ce serait de dire comment un médecin généraliste peut faire pour prendre 4 fois plus de patients. Donc, automatiquement, ça passe par la délégation de tâches, ça passe aussi par de nouveaux métiers, on va le voir par ce qu'on appelle l'assistant médical, c'est-à-dire que le médecin, globalement, se concentre sur ce qui relève de son expertise médicale. Et donc, il y a plein de tâches. Dans le contenu de ma consultation, tous les jours, il y a des choses que je fais, prendre la tension, peser, mesurer, ça ne relève pas forcément de mes missions. Est-ce que chez les médecins spécialistes en général, Patrick Gasser, vous pensez que la délégation de tâches est quelque chose qui va s'imposer et pourquoi ? C'est quelque chose. La première chose, c'est quelle réponse donner aux besoins de soins. Aujourd'hui, on voit dans nombre de spécialités un besoin. Et la preuve en est, c'est que déjà des spécialités comme l'ophtalmologie, où les pratiques se sont profondément modifiées depuis de nombreuses années, et où maintenant, dans le droit commun, eh bien, on va avoir la coopération entre un orthoptiste et un ophtalmologiste, ou même une infirmière. On le voit aussi en anesthésie, et ça depuis de nombreuses années, en radiologie, pour répondre à la demande, et surtout pour que le
médecin de demain soit l'expert de la prise en charge et se concentre sur cette expertise et sur cette plus-value. Alors justement, vous venez de le dire, il y a une spécialité qui a une belle avance en matière de délégation de tâches, l'ophtalmologie. Et en particulier en exercice libéral. Alors aujourd'hui, 50%, et vous me direz si c'est exact, 50% des ophtalmos en France travaillent ainsi. Vrai ou faux ? C'est vrai, c'est vrai. Alors plus les ophtalmologistes en secteur 2 qu'en secteur 1, pour des choses assez simples, c'est la possibilité de salarier un orthoptiste. Bientôt, par des protocoles de coopération qui vont être mis en place très rapidement, eh bien, il y aura une ouverture plus large. Alors c'est vrai que l'augmentation des demandes de consultation et celle aussi du nombre d'examens spécifiques n'ont pas trop donné le choix aux ophtalmos, dont le nombre parallèlement s'est considérablement réduit. Mais ce choix demande une solide organisation. Alors je vous propose une immersion dans le cabinet d'ophtalmo de Thierry Bourg, qui est ophtalmologiste à Metz, et il est aussi président du SNOF. Depuis 9 ans, il a mis en place un travail aidé, un reportage de Diane Cacciarella. Devant vous, la croix verte. Pour une consultation chez son ophtalmologue, cette patiente verra 3 personnes, l'orthoptiste d'abord. Voilà, vous voyez la croix verte, madame, oui, devant vous. On va reprendre les mesures pour la réfraction. L'infirmière ensuite et enfin l'ophtalmologue. Bonjour madame. Bonjour docteur. On vous a fait l'examen avant à l'OCT. Alors la rétine ça va. Le nerf optique, Thierry est le seul habilité à interpréter les examens. L'enjeu est important car s'il se trompe, il est le seul responsable. Donc lorsqu'on trouve quelque chose qui nous paraît un peu bizarre, on reprend les mesures qu'a fait l'orthoptiste. Donc s'il y a un problème, c'est quand même l'ophtalmologiste qui est responsable. Alors, l'avantage principal, ça fait gagner beaucoup de temps puisque ça permet de voir entre 30 et 50% de patients en plus. Ce n'est pas seulement l'augmentation de l'activité qui va permettre de financer le paramédical, le secrétariat, etc. C'est également des actes qui sont faits par les paramédicaux et qui peuvent coter eux-mêmes. Cette patiente vient pour un contrôle ophtalmologique pour adénome hypophysaire. Anne évalue son champ visuel. Elle est orthoptiste, mais dans ce cabinet, ça ne suffit pas. Moi, j'ai fait des stages en plus de ma formation d'orthoptiste pour faire ce travail. Par rapport à ces examens qui sont un peu spécifiques, on a une formation par rapport à ça. Et puis vous vous installez en face, juste ici, là. Derrière. S'il y a besoin Après l'orthoptiste, c'est au tour de l'infirmière pour d'autres examens. de l'échanger ou pas ? J'amorce la consultation, donc c'est des mesures qui sont prises une fois avec moi. Comme ça, le médecin peut passer ensuite directement à la vérification de la vision et puis au fond d'œil. Et puis revérifier la vision. Il y a 10 ans, le médecin consultait seul. Cette patiente était déjà là. Aucun doute pour elle, la nouvelle méthode est plus efficace. Il y a plusieurs examens, et ça facilite après justement l'examen final, donc chez l'ophtalmo. Donc il est en possession des différents résultats. Et donc c'est plus facile dans ce sens-là. Une organisation qui a fait ses preuves et que cette équipe compte bien peaufiner pour répondre à la demande croissante de rendez-vous. Patrick Gasser, pourquoi les ophtalmos sont les pionniers dans ces organisations ? Très probablement pour des raisons très simples. C'est le besoin d'ophtalmo et d'examen d'ophtalmologie. Ça me paraît assez logique. Et demain, il y aura d'autres spécialités qui sont très demandées. Alors justement, la population se plaint souvent de délais importants pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo. Est-ce que ça a permis de les raccourcir, ces délais de rendez-vous ? Alors, quel est l'impact ? Ça a permis un peu, effectivement, de les diminuer, mais on voit une augmentation de la demande. Et donc, on n'a pas le résultat escompté aujourd'hui comme on le souhaiterait. Et donc, il faut amplifier même ces délégations. Ce type de délégation se fait dans un contexte de salariat ou de pratique libérale ? Je parle pour les autres professionnels de santé, je ne parle pas bien sûr du médecin libéral par nature. Alors, il s'est fait beaucoup dans le cadre de salariat, mais il peut se faire aussi
dans le cadre, ce qu'on appelle donc des pratiques avancées, où le professionnel paramédical est en libéral lui aussi. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de responsabilité de chacun des acteurs, le médecin et l'autre professionnel de santé qui va exercer en libéral? Chacun a sa propre responsabilité? Y a-t-il une relation particulière dans ces cas-là? Comment ça se passe? Aujourd'hui, effectivement, il y a des problèmes de responsabilité. Et c'est pour ça que nous voulons, dans un premier temps, plutôt s'engager sur de la délégation de tâches et plutôt avoir un lien fort entre le délégué et le délégant. Parce que nous sommes dans plus ou moins une expérimentation encore. Et donc, pour élargir les compétences, parce qu'on va, à un moment ou à un autre, arriver à une demande qui est d'ailleurs licite de la part des paramédicaux, c'est élargir leurs propres compétences. Eh bien, avant de faire cela, je pense qu'il faut, dans un premier temps, avoir vraiment une délégation. Et c'est le médecin qui reste responsable de l'ensemble du processus de la prise en charge. Autrement dit, le médecin reste un peu le chef d'orchestre de la prise en charge du patient. Mais il est plus que le chef d'orchestre, puisqu'il est responsable de l'ensemble des process qui sont proposés dans le cadre de son parcours. Voilà. Il y a besoin d'une formation particulière alors pour Oui. par exemple les idéaux, l'orthoptiste, les IDE, pardon, et pas idéaux. Bien sûr, il y a une formation. Je crois qu'il y a aussi la connaissance du professionnel avec lequel vous travaillez, avec lequel vous allez déléguer, comment il travaille, comment vous l'avez formé. Globalement, on reste là, pour l'ophtalmologiste, presque un couple. Mais c'est pareil pour le radiologue. Comment sont faits les examens complémentaires? Demain, on va faire de l'échographie aussi. Cette échographie va être déléguée. On va protocoliser les choses. On voit bien que la délégation s'est beaucoup installée en hôpital, en particulier en hôpital public. Quel est le modèle économique dans un cabinet libéral? Aujourd'hui, le modèle économique, ça reste encore soumis à la consultation du médecin. Alors, sauf pour l'ophtalmologiste, où là, dans ces cas-là, l'orthoptiste a des actes. Ils peuvent faire des actes, et donc ils peuvent les coter. Et donc, il agit en professionnel libéral. Tout à fait. Mais par exemple, on va pouvoir déléguer des tâches de prise en charge de consultation, par exemple, pour un patient chronique. Le médecin ne verra pas obligatoirement, dans le cadre d'une consultation, le patient. C'est le délégué, le paramédical délégué, notamment, surtout des infirmières, qui prendront en charge le patient dans le cadre de sa pathologie chronique. Et la patiente de Luc Duquesnel qu'il m'envoie pour une maladie chronique telle qu'un cancer, et je connais bien une de ces patientes qui s'appelle Fernande, eh bien, Fernande, je ne la verrai pas. À chaque consultation, elle sera suivie par l'infirmière qui pourra, dans le cadre d'un protocole, la prendre en charge. Finalement, est-ce que ces modalités d'organisation ne sont pas une solution d'avenir vers laquelle tous les médecins seront amenés à se tourner, justement pour répondre à une demande en soins et à une proximité vis-à-vis de leurs patients et de la population générale? Pour ma part, et dans le cadre des spécialistes de la CSMF, on le pense et on va donc le développer. Et donc, dans l'ensemble des spécialités, j'ai demandé à toutes les verticalités de réfléchir au travers de leur collège professionnel pour voir ce que nous pouvions déléguer et ce que nous ne pouvions pas déléguer aujourd'hui. Demain sera encore un autre jour, on avancera dans la prise en charge. Est-ce que vous pensez que ceci ne devrait pas aussi comporter une dimension territoriale, parce que le besoin de la population et éventuellement la nécessité d'une organisation un peu novatrice, est-ce qu'elle peut être la même partout? Je pense qu'on peut déléguer la même chose partout. Bien sûr qu'il y a une nécessité de réflexion territoriale. Et d'ailleurs, on aura des avancées plus rapides dans certains territoires, plus que dans d'autres. Pourquoi? Parce que ce qui va pousser les gens à faire de la délégation,
ça va être la demande de soins. Et donc la réponse aux patients. D'autre part, la prise en charge pourra être probablement peut-être même meilleure en essayant de déléguer des tâches. Nous n'avons pas toujours le temps d'expliquer aux patients. Eh bien, le professionnel qui va vous accompagner va l'expliquer plus facilement, aura un peu plus de temps. Alors, changeons de spécialité, de territoire. On va passer à la médecine générale maintenant. Autre exemple donc de la délégation de tâches, c'est dans cette spécialité, il faut dire ça maintenant, de la médecine générale. Alors je vous propose là de retrouver Nicolas Thuad. Il est médecin généraliste à Bréant. Il exerce dans une maison de santé pluridisciplinaire où chaque médecin a 2 salles d'examen et travaille avec une assistante médicale. Un reportage de Diane Katchiralal. Nicolas, bonne soirée. Au revoir. Nicolas passe la journée à traverser cette porte. Bonjour, oui. Bonjour. Moi, c'est pour un renouvellement. Elle est le lien entre ces 2 cabinets de médecine générale. Quand il passe de l'un à l'autre, le patient est prêt à être examiné. Pas de paperasse, d'installation ou de discussion. Il n'a plus qu'à se concentrer sur la partie médicale. Tout le reste a été fait quelques minutes plus tôt. Je vais prendre votre carte vitale. D'accord. Merci. Amélie installe les patients, les pèse et mesure, ouvre leur dossier. L'administratif du rendez-vous, c'est elle. Elle fait une partie du travail du médecin, en plus des coups de fil et accueil de toute assistante médicale. Qui est-ce qui vous suit habituellement ? Elle exerce dans ce cabinet de Bréant depuis 10 ans, mais son métier n'est plus le même. J'utilise le logiciel médical, je commence une observation médicale et donc je rentre le poids et la taille du patient, mais je laisse la fenêtre ouverte, comme ça le médecin après vient rajouter ces éléments purement médicaux. Le médecin ne fait que le médical et il n'est pas parasité par le fait qu'il faut faire un certificat parce que l'enfant est malade et qu'il faut un justificatif. Enfin, c'est vraiment, il se concentre sur le médical, quoi. Un bureau est vide, directement il se remplit, on passe de l'un à l'autre. Bon. Certains patients parfois nous disent bon, c'est un petit peu la chaîne. Cette optimisation du temps répond à un problème, le manque de médecins en zone rurale. Nicolas a choisi de déléguer pour soigner plus de patients, mais cette démarche a un coût. L'aménagement mobilier, structure qui puisse répondre à ce mode d'exercice n'existe pas. Donc la preuve en est, c'est qu'ici on a été obligé déjà de refaire 3 fois les locaux pour arriver à répondre à notre demande. On augmente largement de 30% la capacité d'accueil d'un cabinet en fonctionnant c'est pas que le poste d'assistante, c'est en fonctionnant en double cabinet avec assistante. Comme un dentiste travaille sur deux fauteuils avec une assistante dentaire. Au sein du cabinet, si par exemple quand elle pèse un enfant et si elle devait le faire tomber par terre, j'en suis responsable. Au revoir, bonne soirée. Cette délégation de tâches va au-delà du simple cabinet médical. Nicolas prescrit mais ne fait plus aucun vaccin. La patiente marche quelques mètres plus loin dans le pôle de santé et Yann prend le relais. Le docteur Toll a trouvé juste un vaccin à faire, il n'y a rien de particulier, non. Tout va bien. L'infirmier fait les piqûres mais remplit aussi un précieux dossier. Avant, simplement, le médecin prescrivait, comme toujours, un soin ou une injection, entre autres, mais il n'avait pas de retour si cette injection était faite et à quelle date. Aujourd'hui, avec le logiciel, dès que le patient est parti, je rentre dans le logiciel et instantanément, Nicolas Thuad, le docteur Thuad, peut voir que cette injection a été faite à la patiente. Et il n'y a pas que les vaccins que Nicolas délègue aux infirmiers. Avant, on avait vers 17h les coups de téléphone des patients en disant « voilà, mon INR est à temps, combien je dois donner ?» Aujourd'hui, on a protocolisé tout ça avec les 6 cabinets infirmiers environnants, la bonne dose, donc elle ne se fait plus entre le médecin et le patient, mais entre l'infirmier et le patient. Et nous, on a juste à contrôler que ça se passe bien, que les taux sont bons et que la modification qui a été apportée par l'infirmier est bonne. De 7h30 le matin à 20h le soir, Nicolas gère en moyenne 70 patients grâce à la délégation de tâches. Une cadence importante pour préserver l'accès aux soins des Bréanais. Luc Duquesnel, ce type d'organisation, il y en a beaucoup en médecine générale en France ?
Alors non, c'est assez rare. Faut saluer cette organisation qu'a mis en place dans sa maison de santé pluriprofessionnelle Nicolas Tual, parce que des médecins généralistes avec chacun 2 cabinets, bon, il l'a dit, ça fait 3 fois que dans cette maison de santé, on la voit, qui est récente. Déjà, ils changent l'aménagement de façon à pouvoir mettre cette organisation-là en place. Donc c'est rare, mais très clairement, c'est une voie d'avenir pour nous. C'est ce qu'on appelle l'assistant médical. Alors ce ne sera pas la seule réponse à apporter, mais c'est une des réponses de façon à pouvoir, tout en ne travaillant pas plus dans la journée, pouvoir prendre en charge plus de patients. Pourquoi les autres médecins généralistes s'y mettent pas plus volontiers? Parce que finalement, c'est un modèle qui répond à un besoin plus large de la population. Alors d'abord, ce n'est pas dans notre culture. Très clairement, je crois que c'est une des raisons principales. Et puis de la contrainte immobilière. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis on imagine une maison médicale, aujourd'hui une maison de santé où vous avez 5 médecins. Si chaque médecin doit avoir 10 cabinets, ça veut dire 10 cabinets rien que pour la consultation médicale. Donc en termes immobiliers, c'est pas rien. Alors c'est vrai que ça coûtera sûrement moins cher à la campagne qu'en pleine ville, mais enfin c'est un impact immobilier important. Mais après, je veux dire, il faut voir le modèle économique. Très clairement, Nicolas Tual a montré, je veux dire, que ça pouvait fonctionner. Donc, c'est sur ce type d'exemple qu'on doit travailler. Oui, parce que lui, il s'en sort, visiblement, ce médecin. Il arrive à fonctionner alors qu'il est sur un dimensionnement à la fois immobilier et de collaborateurs dans son cabinet qui est beaucoup plus important. Pourquoi ce n'est pas des infirmières, par exemple, qui aideraient le médecin? Nicolas Tual est un chef d'entreprise et c'est important parce que globalement, c'est réfléchir nos cabinets, nos maisons de santé comme étant des entreprises médicales. Alors pourquoi pas d'infirmières? Parce que là, on voit très bien les missions qui sont confiées à la secrétaire du docteur Tual ne sont pas des missions. Il n'y a pas besoin d'être professionnel de santé pour assurer ces missions-là. Par contre, on peut imaginer que d'autres missions dans la prise en charge de ces patients atteints de pathologies chroniques relèveraient éventuellement d'infirmières. Dans les modèles étrangers, c'est souvent le cas, non, avec des infirmières? Tout à fait, ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée ou les infirmières cliniciennes en fonction des pays et qui permettent justement, parce qu'aujourd'hui, on ne réfléchit plus en termes de prise en charge chaque professionnel de façon non coordonnée. Aujourd'hui, on parle de parcours de soins, même de parcours de santé et que très clairement, c'est toute une équipe autour du patient, mais aussi avec un chef d'orchestre, le médecin traitant, dans ses équipes de soins primaires, pour prendre en charge de ces patients, parce qu'il y a toute la partie soins, mais il y a aussi la partie prévention, puis il y a aussi toute la partie sociale. Aujourd'hui, c'est un problème majeur pour le maintien à domicile de nos patients. Est-ce que vous pensez qu'un médecin généraliste peut facilement voir 60, 70, 80 patients par jour dans des bonnes conditions avec ce type de modèle? Si le temps de la consultation, je dirais que moi, si je prends ma consultation, si je n'ai plus à peser, mesurer, déshabiller le patient, prendre la tension, m'occuper du paiement, mais aussi voir si mon diabétique, est-ce qu'il a fait son fond d'œil, est-ce qu'il a vu le cardiologue, est-ce qu'il a fait tout ça. Si c'est plus à moi de le faire, très clairement, je veux dire, ma consultation, elle va, comme tout à l'heure l'ophtalmo, je veux dire, elle va se résumer sur mon expertise médicale, sur ce qui relève, et dans ces cas-là, automatiquement, elle va être plus courte, et ce qui me permettra de voir plus de patients. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que la consultation, ou tout au moins la prise en charge du patient dans le cabinet médical, comme le fait le docteur Tual, elle est assez longue, mais elle inclut différents intervenants, dont le médecin qui arrive à se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire son expertise médicale au sens large. Est-ce que ça a un impact sur votre rémunération au bout du bout, dans un modèle qui est un modèle entrepreneurial? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir facilement? Aujourd'hui, nos modes de rémunération ne sont pas forcément adaptés, je veux dire, à des prises en charge de patients atteints de pathologies chroniques avec des consultations très longues. Puisqu'aujourd'hui, que la consultation, qu'elle soit courte ou très longue, elle est rémunérée au même tarif. Pour le médecin généraliste, c'est 25 €. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs que si demain, toutes nos consultations plus courtes, éventuellement entre guillemets plus faciles, on devait les confier à d'autres professionnels de santé, il ne nous resterait que les consultations longues à 25 € et ça remettrait en cause notre modèle économique. Donc c'est pour ça qu'on doit réfléchir aussi à d'autres modes de rémunération. On parle de pathologie au forfait, mais éventuellement conjointes. On peut imaginer des rémunérations médecins généralistes, médecins traitants, infirmières pour la prise en charge annuelle d'un diabétique, par exemple. Très bien, on va passer à vos questions maintenant.
Première question, Jean-Paul. Oui, une première question qui nous arrive, que je vais poser à Luc Duquesnel. Qu'est-ce que vous pensez du modèle Asalée ? Le modèle Asalée, c'est un modèle qui a démarré dans les Deux-Sèvres, en Poitou-Charentes, et c'est des infirmières qui aident les médecins généralistes à prendre en charge des patients atteints de certaines pathologies chroniques, le diabète, la BPCO. Bon, je veux dire, ça a aussi ses limites. C'est vrai que ce qu'on veut faire demain, dans le cadre des pratiques avancées, je veux dire, avec les infirmières, vont beaucoup plus loin que le modèle Asalée. Donc, je veux dire, ça a l'avantage d'avoir existé, d'exister. Ça doit nous servir pour construire autre chose de plus complet qui aille au-delà d'Asalée. Autre question, ou une réflexion en tout cas qui nous arrive autour du travail administratif où on dit la délégation de tâches urgentes, c'est celle qui consiste à déléguer tout le travail administratif et la paperasse. Ça revient souvent d'ailleurs, ce souhait de se décharger de la paperasse. Est-ce qu'il ne faudrait pas une secrétaire pour chaque médecin, tout simplement ? Augmenter le temps de secrétariat. Alors on sait qu'entre autres chez les médecins généralistes, beaucoup d'entre eux n'ont pas de secrétaire physique. Or aujourd'hui, très clairement, on ne peut pas prendre en charge nos patients si on n'a pas un secrétariat physique. C'est indispensable. Sinon, c'est aussi bien, c'est répondre au téléphone, mais on voit avec nos patients âgés maintenant quand ils sortent de nos cabinets qu'il faut prendre un rendez-vous chez le spécialiste, qu'il faut prendre un rendez-vous pour passer une IRM. Ce sont nos secrétaires qui le font. Donc elles jouent un rôle majeur et si c'est le médecin qui fait ce travail-là, très clairement, je veux dire, pendant ce temps-là, il ne répond pas, il ne se prend pas en charge ses patients au niveau médical. Une question pour Patrick Gasser. Est-ce qu'une formation supplémentaire pour ces infirmières qui deviendraient infirmières cliniciennes ou de pratique avancée, formation que l'on estime autour d'un Master 2, c'est-à-dire probablement 2 années supplémentaires, est-ce que ça vous semble utile, indispensable pour qu'on puisse parler de ce type de mécanisme, ou est-ce que finalement on pourrait le faire de façon un petit peu différente ? Vous avez répondu à la question, c'est indispensable. C'est indispensable, premièrement, d'avoir une formation, et aujourd'hui, ça commence, il y a des formations d'infirmières, notamment à Aix, et puis après, il y a aussi une formation de terrain. C'est pour ça que je disais au départ qu'il faudrait, dans un premier temps, avoir un vrai accompagnement et une mise en situation. Parce qu'entre ce qu'on apprend à l'école et la réalité des choses, il y a 2 mondes. Et puis après, il faut se connaître. Donc, tout est indispensable. Cette formation, entre guillemets, initiale, et puis cette formation sur le terrain, qui est le stage. Est-ce que vous pensez, Patrick Gasser, que d'autres spécialités pourraient s'y lancer ? Parce qu'on voit bien que vous avez cité quelques spécialités qui aujourd'hui font de la délégation de tâches et au-delà, par exemple les ophtalmos. Est-ce que d'autres spécialités pourraient s'y lancer et éventuellement lesquelles et pourquoi elles ne s'y lancent pas ? Alors pour moi, toutes les spécialités peuvent s'y lancer. Et on le voit d'ailleurs quand on voit les expérimentations qui sont faites dans le monde entier. En chirurgie, au Japon, celui qui fait la suture vasculaire, ce n'est pas obligatoirement le chirurgien, c'est une couturière. Et aujourd'hui, les IBOT, quand on regarde leur décret de compétences, les IBOT, donc les infirmières de bloc, eh bien, on leur donne la compétence de suturer les plans superficiels. En ce qui concerne pour moi la gastro-entérologie, en Hollande, dans un pays près de chez nous, eh bien, il y a des polypectomies particulières qui sont faites par des infirmières d'endoscopie. Et pour toutes les spécialités, on peut trouver. Alors, pourquoi ? Je crois que Luc Duquesnel a répondu aussi. Le modèle économique. Et aujourd'hui, le modèle économique peut-il répondre à cet enjeu ? Probablement pas. Et c'est pour ça qu'on est un peu réticent pour y aller. Sur les modèles dont vous parlez, les exemples que vous donnez, est-ce que finalement, vous ne craignez pas qu'on dépouille le médecin de son champ d'activité et que les contours de métier fassent que le médecin se retrouve privé d'une certaine activité qu'il réalise aujourd'hui ? Et je ne parle pas du modèle économique, je parle parce que les polypectomies, c'est quand même pas rien. Moi, je ne suis pas gastro-entérologue, mais enfin, c'est pas quelque chose que l'on fait sur un coin de table. C'est de la technique. Donc la technique est accessible à tout le monde. Quelle est la place du médecin dans ce cas-là ? Il est l'expert.
pouvez toujours... Est-ce que dans votre activité, vous ne demandez pas à quelqu'un de venir de temps en temps vous aider dans la prise en charge d'eux? Et la médecine du XVIIe siècle est-elle la médecine du XXIe siècle? Elle a évolué. Les métiers évoluent. Et je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui ne pas bouger parce qu'on a peur d'eux. Au contraire, je pense qu'on appréhendera mieux l'avenir en essayant de l'accompagner plus que de... Nous avons une question autour de la dimension de l'équipe qui dit est-ce que pour organiser une délégation de tâches, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait obligatoirement une dimension d'équipe de soins organisée, structurée, avec négociation en équipe de ce qui est délégué ou pas? Qu'en pensez-vous, Patrick Gasser? Et je poserai la même question à Luc Duquesnel. Bien sûr, je pense qu'on doit aujourd'hui, et on parle de protocolisation des prises en charge, qui fait quoi, dans quel domaine, quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Et je vous ai dit dès le départ, aujourd'hui, la responsabilité doit en incomber à un seul, qui est celui qu'on appelle plus spécifiquement le chef d'orchestre, qui est aujourd'hui le médecin. Tout à fait d'accord avec Patrick Gasser. Aujourd'hui, la prise en charge de nos patients âgés, polypathologiques, c'est un exercice coordonné au sein de ce qu'on appelle des équipes de soins primaires, ceux qui sont en contact avec le patient. Et ça ne peut se faire que dans ce cadre-là. Et très clairement, le médecin traitant, le médecin généraliste, dans ce cadre-là, de la même façon que Patrick Gasser l'a dit tout à l'heure, doit être le chef d'orchestre de ces... Et on protocolise les prises en charge. Et je crois qu'il n'a pas de peur, de crainte à avoir, le médecin généraliste demain, de ne plus avoir de travail. On sait très clairement que les demandes de soins augmentent au niveau de la population. Voilà, je crois qu'on pourrait discuter longuement encore de ce sujet. Je pense qu'on aura l'occasion sans doute d'y revenir une fois. On arrive donc à la conclusion de cette émission, donc je vous laisse le soin, Jean-Paul. Merci Sophie. On voit bien que la délégation de tâches permet d'aborder une autre façon d'exercer notre métier, de rentrer dans une logique, et ça a été dit pendant l'émission, d'une véritable entreprise médicale, probablement à l'échelon d'un territoire, probablement avec l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles organisations qui doivent être prises en main par l'ensemble des médecins libéraux. Notre prochaine émission changera de nom. Pourquoi ? Parce qu'alors que nous avions dûment déposé le nom de Planète Médecin auprès des autorités compétentes, nous nous heurtons à un refus et une action de Canal+, qui considère que le mot planète lui appartient, puisqu'il a une chaîne de télévision qui s'appelle Planète. Donc la prochaine émission s'appellera Univers Médecin. Bonne soirée à tous et à toutes. Voilà, cette émission est terminée. Désolée pour certains qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions. Nous en avons eu beaucoup. Il est difficile d'y répondre à toutes. Je pense que l'essentiel, quand même, était dit. Donc cette émission, elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et sur celui, bien sûr, de Fréquence Médicale. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, #UniversMédecin. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi 28 mars. Bonsoir.